suivez, que vous soyez au Congo-Brazzaville ou à l'étranger. Et surtout, bonne fête chez vous. Alors qu'on le croyait fondu au sein du Parti congolais du travail, l'Union des forces démocratiques, l'UFD en sigle, parti cher au feu président David Charles Ganao, a ressurgi lors d'une conférence de presse livrée la semaine dernière par un comité de crise. Pour tout comprendre donc, chers téléspectateurs, sur ce plateau, j'ai reçu M. Michel Ampiri, président du comité de crise de l'UFD, monsieur au milieu plutôt, de l'autre côté à ma droite, M. Jean Samba, premier vice-président, et enfin, à ma gauche, M. Jean Kibili, membre de ce comité de crise. Nous allons certainement nous interroger ensemble pourquoi ce plateau, pourquoi cette réflexion vient très en retard. Eh bien, mais c'est parce que depuis la fonte de ce parti traditionnel et historique, l'UFD, parti né avec la conférence nationale, parti qui a inauguré parmi tant d'autres la démocratie congolaise, depuis son effondrement, je disais donc, il n'y a eu aucun débat. L'opinion a besoin de savoir, la presse a besoin de savoir, qu'en est-il exactement. Profitant donc de cette conférence de presse, nous avons cru responsable d'emmener sur ce plateau ces trois messieurs qui vont nous dire le fond de la chose et surtout le pourquoi de la résurrection de ce parti de Charles David Ganao. Bonjour, Président Ampiri. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur Ndebili. Bonjour. Et bonjour, monsieur Jean Samba. Bonjour. Première question d'entrée du jeu. Pourquoi avoir attendu trop longtemps pour communiquer au sujet de l'effondrement ou la fonte de votre parti au sein du Parti congolais du travail? Pourquoi tout ce retard? Merci. Vous parlez de retard, mais nous, à nos niveaux, nous ne pouvons pas parler de retard. Parce que cet événement est tombé sur nous comme un coup de massue. Nous ne nous attendions pas. Alors, lorsque vous êtes devant un événement de ce genre, je crois qu'il faut prendre du recul, analyser la situation et comprendre le pourquoi, ensuite réagir. Nous n'avons pas trop pris du temps, parce que 3 semaines après cet événement, nous avons réagi en écrivant aux autorités, au ministère de l'Intérieur, pour s'opposer à cette question. Nous avons écrit à notre partenaire, le Parti congolais du travail, pour s'opposer exactement devant ce qui devait se passer. Alors, si nous sommes sortis un peu 59 jours après, oui, nous n'avons pas fait précipitamment, nous avons pensé qu'il fallait ne pas confondre vitesse et précipitation. Et comment avez-vous ressenti l'événement? L'événement, c'est comme vous perdez un être cher. L'UFD est dans notre existence, dans notre corps et dans notre sang, depuis sa création. Alors, lorsque vous êtes assis chez vous, vous n'êtes ni associé, ni impliqué dans une situation de ce genre, et vous suivez à la radio comme tout le monde, mais comprenez l'émotion que vous recevez en ce moment-là. C'est ce que nous allons examiner. Pour tout commencer, logiquement, nous devons essayer de plonger notre regard dans la jeunesse ou la création de ce parti. Alors, qu'en savez-vous de ce parti? Parce que vous avez une nouvelle génération qui vous suit, qui a du mal parfois à comprendre ce que nous appelons ces banduelles politiques. L'UFD, c'est quoi? Et comment, qu'est-ce qui a conduit ou qu'est-ce qui a suscité la création de ce parti? Merci. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, l'UFD est né le 28 juillet 1991 à l'issue de la conférence nationale souveraine de notre pays. Alors, à l'instar de l'UFD, comme tous les autres partis, ont pris naissance en ce moment. Et le schéma politique de cette époque s'est dessiné de la manière suivante. Vous avez vu le RDPS au Kulu, l'UPADES dans les pays du Niari, communément appelé Nibolek,
le MCDD dans le pool, évidemment, l'UFD dans les plateaux, le RDD dans la cuvette, et bien entendu, le PCT qui s'est mué de l'idéologie marxiste-léniniste pour devenir un parti de la social-démocratie. Voilà. Alors, David Charles Ganao crée ce parti, un homme à l'époque effacé, permettez-moi le terme, parce qu'il n'exerçait plus dans le pays. Il revient. Quelle était sa vision? Quel était son idéal pour créer un tel parti? Permettez-moi de terminer sur la première question. Ouais. Alors, lorsque vous regardez cette nomenclature que je viens de décrire, ça veut dire que ces 6 partis, ont constitué ce qu'on peut appeler le socle, les fondations de la démocratie au Congo. Alors, décider de soutirer parmi ces 6 partis, un parti parmi ce que je peux appeler les pionniers. Ces fondations. Oui. C'est casser les fondations d'un édifice construit pendant 6 mois et obtenu de longues luttes. La conférence nationale a duré 6 mois. Ensuite, c'est porté atteinte, effectivement, à la démocratie et à une partie de l'histoire de ce pays. Parce que c'est ça, il ne faut pas tronquer l'histoire, c'est ça, on ne peut pas effacer cette partie où il y a eu conférence nationale, il y a eu l'implosion du parti unique, et ensuite l'euphorie des partis nés sous la démocratie. Je pense que ce serait une grave erreur d'agir de cette manière. Alors, avant d'y arriver, l'UFD, bien sûr, vous nous présentez un schéma, je ne dirais pas dépassé, mais un schéma qui échappe à certains aujourd'hui. L'histoire de la politique voudrait qu'on fasse un flashback. Alors, l'UFD aussitôt créé, avec quelles zones de compétences? Je veux parler de ces fiefs, voilà. Ah, les fiefs. Les fiefs... Parce que chaque parti a ses zones de compétences. Oui, je peux vous dire qu'à l'issue de la création, l'UFD a été structuré dans la plus grande partie du pays, du Kulou, hier région, jusqu'à la cuvette ouest aujourd'hui. Alors, les zones d'influence du parti ne se sont dessinées qu'à l'issue des élections démocratiques. Alors, à l'issue de cela, nous avons eu dans la Lukumu, le district de Zanaga, dans la Bwenza, Kingwe, dans le Poul, nous avions eu Ngabé et Igné qui faisaient une circonscription unique. Nous avons Kimba. Oui, nous avions Kimba dans le Poul. Dans le Poul. Bon. Ensuite, dans les plateaux sud, nous avons eu Ngo et Mpouya qui faisaient aussi une circonscription unique. Nous avions Mbon et Djambala. Voilà un peu dessiné les zones d'influence du parti. Alors, quand je vous ai suivi dernièrement à la conférence de presse, et même sur les réseaux sociaux, il y a un leitmotiv qui revient. On ne peut pas tuer Ganao 2 fois. Allons dans le vif du sujet. On ne peut pas tuer Ganao 2 fois tout simplement parce que ce parti a été englouti. Ganao, c'était qui réellement? Voilà. Ganao, c'était qui? Qui était-il? Merci, monsieur le journaliste. Vous me soumettez à une équation difficile parce que Ganao n'étant pas de ma génération, il m'est très difficile de dire exactement qui est l'homme. Je dirais peut-être comment le connaissez-vous? Oui. Voilà. Comment l'avez-vous connu? Je peux dire, l'a connu comment que Ganao fut un homme politique de la première génération d'après les indépendances. Alors, à l'époque,
je peux citer pêle-mêle le président Loulou, le président Massamba Deba, M. Jacques Opango, vice-président de la République, Stéphane Tchutchile, Kikungangot, Apollinaire Bazinga, Pierre Ngoura, etc. Alors, ce sont ces vétérans qui ont lutté contre la colonisation et qui ont arraché l'indépendance aujourd'hui de notre pays. Bon, c'est ce que je connais de lui en ce moment-là, mais ce n'est pas suffisant en tant que comme homme d'État. Mais il a participé à la plupart des gouvernements de cette époque. Il a été plusieurs fois ministre et le poste le plus prestigieux qu'il a fait connaître à travers le monde, c'est celui de ministre des Affaires étrangères. Voilà. Alors là, bien connu, oui, là à l'époque, on parlait de Bouteflika, on parlait de Martin Bongo au Gabon, on parlait de il ne vient pas de l'autre côté de la RDC, Justin Marie Bomboko. Oui. Alors, ce sont ces personnalités qui ont fait la une de l'histoire africaine d'après les indépendances. Et Ganao était parmi ceux-là. Maintenant, en tant qu'homme politique, chef d'un parti politique, alors Ganao a joué un rôle majeur dans ce pays. Il était souvent en première ligne. Il a participé ou il a contribué à régler certains conflits majeurs dans ce pays. Et très souvent, lorsqu'il ne parlait pas, puisqu'il était très sollicité, les gens disent il faut que Ganao parle. Et lorsqu'il parle, il met tout le monde d'accord. Et ça, nous l'avons vécu, nous tous. Voilà, sur le plan humain, je vais terminer sur ce point, de la connaissance de l'homme. Il fut un homme de paix, généreux, un homme intègre. Il prônait la non-violence. Alors ça, la non-violence était son credo. C'est un peu ça. Bien, si j'ai voulu savoir tout cela, l'UFD, les zones de compétences, l'homme David Charles Ganao qui a créé ce parti, c'est pour qu'on se fasse une idée nette sur ce que vous avez comme problème aujourd'hui. Alors, voilà qu'un homme que vous venez de présenter, il faut dire patriote, ainsi de suite, bon, démocrate, et qui a contribué, qui continue à contribuer à l'œuvre de la paix dans le pays, alors qu'il laisse un appareil qui récemment a été englouti dans le Parti congolais du travail, ce qui politiquement est normal pour l'opinion. Mais ce qui nous intéresse, c'est votre réaction. Et vous seuls savez ce qui s'est passé là-dedans. Et ça a surpris même la presse d'entendre ce que vous avez eu à dire le jour de la conférence de presse. Monsieur Empiri, je m'attaque d'abord à vous, je passerai aux autres. Alors, voulez-vous dire à l'opinion que, en tout cas, cet acte est un péché, l'engloutissement du parti, de l'UFD dans le Parti congolais du travail, tout en sachant que ce parti est un partenaire du Parti congolais du travail. Mais en quoi l'effondrement poserait problème? Voilà. Donc, telle est ma question. Merci. Merci, monsieur le journaliste. C'est là justement le point saillant de notre déclaration. Et si vous nous avez posé la question de savoir pourquoi vous avez mis aussi tant de temps, oui. Vous avez compris l'importance de la question. Il fallait creuser, il fallait regarder dans le fond. Je peux déjà d'emblée vous dire que nous avons un accord de partenariat signé le 14 février 2001 à Libreville entre lui-même, le président, l'UFD, et le camarade Isidore Mvouga, à l'époque membre du bureau politique, secrétaire du comité central chargé des relations extérieures. Alors, du Parti congolais du travail. Du Parti congolais du travail. Alors, quand on regarde les thèmes de référence de cet accord,
Je peux vous citer, si vous me le permettez. Allez-y. Alors, vous pouvez tenir votre document. L'UFD et le PCT avaient décidé, ensemble, de faire adopter par les populations. À l'époque, il y avait le projet de constitution. Et à l'issue de cela, ils devraient participer ensemble aux élections présidentielles, législatives et locales et faire un accord de gouvernement. C'est un gouvernement ensemble. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est l'accord. Ensuite, ils avaient décidé, au deuxième point, au point B, ils avaient déjà décidé de soutenir la candidature du président Sassou Nguesso dès le premier tour. Et le troisième point, il s'agit des élections législatives et locales. À ce niveau, 4 points se dégagent. Vous me permettez toujours? Allez-y. Le premier point dit, l'UFD et le PCT avaient le droit de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions de leur choix. Au 2, l'UFD et le PCT sont appelés à soutenir partout le candidat de l'un ou de l'autre parti le mieux placé au deuxième tour. Le troisième point dit, l'UFD et le PCT pouvaient s'entendre pour présenter un candidat commun dans certaines circonscriptions dès le premier tour. Et le quatrième point, enfin, l'UFD et le PCT conviennent de faire agir leurs candidats lors de ces compétitions, dans un esprit de cordialité totale entre eux, sans agression verbale quelconque. Alors, si vous regardez les termes de référence de cet accord, il est actuel. Certaines dispositions sont toujours valables. Et c'est ce que nous faisons avec le PCT depuis 19 ans. 19 ans, vous dites, oui. Mais c'est 19 ans, 14 février 2001. Alors, le 14 février 2020, nous aurons combien? 19 ans. 19 ans. Mais c'est ça notre réflexion. Vous dites, vous avez pris du temps. Nous avons pris du temps pour réfléchir. Nous sommes posé la question de savoir comment cela puisse se passer de cette manière. Mais c'est à nous plutôt de vous poser la question. C'est à nous. Voilà. C'est pas par rapport à vous. Voilà. Nous vous disons, je vous dis, pour la part des Congolais, de l'opinion, mais pourquoi ceci est arrivé? Bon. Bien que vous présentez les accords. Ce n'est pas à nous, comité de crise, de répondre à cette question. Il appartient à ces auteurs, aux auteurs de la dissolution, qui ont prononcé la dissolution, de vous expliquer leur motivation. Nous avons plutôt réagi. Est-ce que la motivation était concertée? Parce que, tel que vous présentez le parti, c'est ça que l'opinion veut savoir. Est-ce que vous avez eu brin d'information? Vous avez été consulté? Parce que ça va dans tous les sens dans les réseaux sociaux. Et nous, notre mission, c'est de mettre au clair la situation. On ne peut pas vivre au Congo avec une situation aussi confuse d'un grand parti connu, qui va se fondre dans un grand parti aussi connu. Il faut que vous nous mettez cette vérité. Alors, mais comment, M. Ampiri, comment ça s'est déroulé? Bon. Permettez-moi, je sais que vous me dites qu'il faut aller, mais nous le ferons. Nous irons vers le ministre Ngoniba. Voilà. Ce plateau, Magbaza, ira en savoir plus. Il est du devoir national. Nous sommes en démocratie, et du devoir national qu'on sache la vie et l'avenir de nos instruments qui accompagnent la démocratie congolaise, qui sont nos partis politiques. Voilà. Comment ça s'est passé? Bon, je vous ai dit tantôt que ce n'est pas tout le monde qui était impliqué dans cette histoire. Pour répondre à votre question, je me remets dans les statuts du parti. Qui disent quoi? Au titre 7, chapitre 1, article 96, qui stipule: l'Union des forces démocratiques ne peut être dissoute que par décision d'un congrès convoqué à cet effet. Est-ce qu'il y a eu congrès? Naturellement, s'il y a eu congrès, vous, journalistes, vous seriez non seulement informés, mais invités. Je suis membre du bureau politique.
membre du secrétariat national, président de la Fédération de Brazzaville. Ah bon? Comment expliquez-vous qu'un tel événement puisse me passer par la tête? S'il y a eu congrès, quels sont les organes du parti qui préparent le congrès? Ce n'est pas les fédérations, les sections, sous-sections? Naturellement. Bon, nous n'y avons pas pris part. En tout cas, pour ce qui me concerne dans ma fédération, nous n'avons pas eu des directives dans ce sens. Même si directives il y avait, mais c'est moi qui siège au bureau politique qui devrait les amener à la base. Absolument. Bon, pour dire vrai, il n'y a pas eu congrès. Ensuite, s'il n'y a pas eu congrès, ça veut dire que les militants n'avaient pas été associés à la décision. N'est-ce pas? Parce que pour dissoudre, mais c'est un thème que la direction politique prépare et qui soumet à la base du parti. Les dirigeants du parti doivent sillonner les circonscriptions pour recueillir les avis des militants. Et sous la base de ces rapports, la direction politique nationale dresse un rapport de synthèse pour dire voilà ce que dit la base. Nous allons dans la direction de dissoudre le parti. Donc, cela ne s'est pas fait. Donc il n'y a pas eu cette note, disons, ce dossier qui présente les motivations. Bon, comment voulez-vous que nous, hommes matures, pouvons adhérer à une telle décision? C'est une décision qui a été prise en dehors de toute la direction politique. C'est une partie, nous l'avons dit, une frange du parti qui a décidé. Le Conseil national du parti n'a pas été convoqué. Alors, je veux un peu me retourner du côté de M. Jean Guébili. Cet acte qui venait d'être posé, tel que l'explique le président du comité de crise, est-ce que vous partagez cet avis? Oui, je partage entièrement cet avis. Ouais. Et comment vous comprenez cela? Un grand parti qui vient de se faire fondre, c'est même à ma grande surprise qu'il n'ait pas eu consultation de la base, tout le processus que vous présentez. Et comment vous expliquez cela, M. Guébili? Comment vous qualifiez ce fait, selon vous? Non, donc d'après, à la suite de ce que vient de dire le président du comité de crise, bon, il n'y a pas eu congrès, il n'y a pas eu de débat à la base, ce qui veut dire que c'est un acte antidémocratique. Bon. Du coup, moi je me suis senti, bon, comment dirais-je, non, je ne peux pas, si je vois la genèse même du parti, un parti qui est un acquis de la conférence nationale, donc beaucoup de membres reviennent même du PCT, oui, et qui, donc aujourd'hui, doit être fondu, repartir au PCT. C'est comme si donc Dikiji disparaît, repartir au PCT pour quoi? Reconstituer le monopartisme. C'est en fait ça ce que j'ai eu d'abord comme idée. J'ai dit non. Ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie pas, monsieur le vice-président, tel que dit monsieur Guébili. Et que dites-vous? Bon, mais en fait, le comité de crise ne s'en prend pas aux motivations qui ont conduit certains membres de l'UFD de prononcer la dissolution du parti. Mais le comité de crise s'attaque à la procédure qui a été menée. Tout parti est une organisation. Et une organisation, c'est un ensemble de personnes qui s'y trouvent. Et une organisation a des textes. Oui, les personnes qui adhèrent par conviction.
qui adhèrent après avoir pris connaissance de ces textes. Et donc, une organisation est gérée par les textes que les personnes se sont donnés eux-mêmes comme règles de conduite. À l'issue du congrès de 2015, les statuts et le règlement intérieur du parti ont été adoptés. Et le président du comité de crise nous a dit tout à l'heure qu'il y a l'article 96 qui stipule clairement que notre parti ne peut être dissous que par un congrès convoqué spécialement à cet effet. Ça, c'est les textes que nous nous sommes nous-mêmes donnés. Or, comme je disais tout à l'heure, ce ne sont pas les motivations, mais la procédure. Si nous voulions aller à la dissolution du parti, il fallait d'abord convoquer un congrès. Et si le congrès se prononçait pour cela, à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Alors, M. Somba, ça s'est fait. Ça s'est fait, il n'y a pas eu congrès, ainsi de suite. Publiquement, nous avons vu la dissolution avec le démontage de tout ce que... de tout ce qui... Et sans vouloir vous couper la parole, réalisé. On ne dissout pas un parti par voie de presse au cours d'une déclaration. Il y a des procédures qu'il faut suivre. Jusque-là, nous, membres du bureau politique et du secrétariat de l'UFD, n'avons aucun texte par rapport à cette dissolution. Et donc, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le comité de crise, le parti n'a jamais été dissous. Le parti existe toujours. Vous avez demandé au président pourquoi nous avons attendu, pour réagir et tout ça. Non, mais parce que pour nous, le parti continue de fonctionner et nous continuons à faire fonctionner le parti comme normalement. Ceux qui ont prononcé verbalement cette dissolution ne sont plus membres du parti puisqu'ils ont adhéré au PCT. C'est de leur droit. Ils ne font plus partie de l'UFD. Et donc, ceux qui sont restés ont continué à faire et continuent de faire tourner l'appareil du parti. Alors, M. Ampili, vous confirmez qu'il n'y a aucun texte qui confirme la dissolution, la disparition ou la non-existence de ce parti? Merci, monsieur le journaliste. Le premier vice-président vous l'a bien dit. Tout parti politique est régi par des textes fondamentaux. Les statuts et le règlement intérieur qui définissent la ligne à suivre. Toutes les procédures sont définies dans ces textes. Comment voulez-vous un parti politique qui est dissous à l'issue d'une session du bureau politique? Donc, le communiqué final du bureau politique dissout le parti. Mais ça s'est passé comme ça. J'étais malade, j'étais sur le lit, je ne savais pas, mais j'ai suivi comment le parti a été dissous. C'est le communiqué qui détient, qui n'est pas publié. En dehors de ce communiqué, il n'y a pas un seul texte publié qui dit l'UFD est dissoute. Mais comment la base, voilà, comment la base, parce qu'on entend le premier vice-président, à l'entendre, ce sont ceux qui sont allés, qui ont leur droit d'ailleurs, oui, d'intégrer le Parti communiste qui n'existe plus en tant que l'UFD, l'UFD existe. Ça veut dire que vous êtes en connexion avec la base. Oui. Et comment la base a pris cette information? Nous aurions bien voulu pouvoir traîner votre micro-baladeur. En tout cas, ça a été un souhait. À travers la ville. À travers vos fiefs même. Oui, même à travers nos fiefs, parce que si nous le disons, d'aucuns dira, ils sont des menteurs. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les téléphones, tout passe par là. Mais vous avez suivi les premières réactions des gens qui s'étaient
en tout cas, levé pour dire, pas question, si vous voulez partir, laissez notre parti. Voilà, et en vernaculaire. Et Ganaon ne sera pas tué. Ganaon ne sera pas tué 2 fois. Alors, ça, c'est votre travail. Vous, les journalistes, c'est à vous de regarder, disons, la contrepartie, la réaction. C'est pas à nous. Vous allez vers les masses et si vous le voulez, vous interrogez. Nous le ferons. Alors, M. Empiri, l'acte étant posé, l'accord PCT, UFD visait quelque chose de fondamental, tel que je vous ai suivi. Visait quelque chose de fondamental. En matière démocratique, les accords se jouent autour de l'acquisition, la sauvegarde et la gestion du pouvoir. Ce sont clairs. Et ce sont des hommes. C'est un travail démographique. C'est cet accord, quand je dis, un caractère purement démographique. On voit d'abord votre zone de compétence, les faire qui étaient les vôtres. Et lorsque vous dites, dans les accords, il est dit, l'UFD doit soutenir le président de la République au premier tour. Ça veut dire que c'est un problème électoral, que l'on veuille pas. La politique ne vit que de ça. Mais cet accord étant en fait dans une telle situation, quelle serait alors la constance politique de cet accord, de cet acte au regard de ces accords? Avant de répondre à votre question, je n'aurais pas voulu que vous disiez ici que l'UFD n'existe pas. Je vous en prie. Alors, l'UFD existe. Nous sommes justement ici en train de lire. Si nous avons réagi, nous savons effectivement. Vous voulez parler des conséquences. Oui. Ah oui, mais les conséquences existent. Monsieur le journaliste, je crois que les changements même les plus souhaités ont leur mélancolie. Nous avons essayé de regarder quelles sont ces conséquences. Maintenant et dans le temps. Oui. Nous en avions compté 5. Oui. Permettez que je vous le dise. Là. Vous pouvez tenir vos papiers et vous êtes assis. Alors, toujours dans nos analyses, premièrement, nous avons dit, à notre avis, les auteurs de la dissolution de notre parti ont trahi le contrat moral qui a existé entre le président Denis Sassou Nguesso et David Chargana. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième, ils ont brisé le testament politique qu'a légué le président fondateur du parti à ses militants en ce qui concerne le respect scrupuleux de ces 2 accords. La troisième, mais ils ont provoqué la rupture d'une manière unilatérale avec la base du parti. Et ça, assurément, c'est indéniable. En faisant comme ça, vous coupez le cordon ombilical avec la base, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. Cordon ombilical de qui avec cette base? Mais du parti, avec sa base. Quand on coupe, mais chacun va de son côté, ils sont plus liés, n'est-ce pas? Alors, quatrièmement, mais en agissant ainsi, vous avez fait allusion à certaines images qui ont été vécues avec beaucoup de peine, qui ont été horribles. Démanteler le logo du parti. On le montre d'abord, on se met à le démanteler point par point à la télévision. Mais cela a profondément choqué l'opinion. Profondément choqué. Ensuite, les partants, ils ont quitté le parti. Mais on organise une cérémonie pour ça, où on les appelle un par un, on fait porter l'écharpe, l'insigne du parti, du PCT. Nous nous sommes posé la question de savoir si lorsque ils reçoivent les nouvelles adhésions, ils font de la même manière. Mais cette image voulait dire quoi? Voulait présenter quoi? Mais en faisant ainsi, nous pensons que le PCT s'est mis lui-même le doigt dans l'œil. Parce que c'est vu.
c'est vu et commenté et chacun reçoit de son émotion. Je crois qu'on se fait comprendre. J'arrive à vous comprendre. Oui. Bon, alors, de cette manière-là, demain on dit, vous êtes des nouveaux chez nous. Les plateaux, moi je ne parle pas souvent des plateaux. Non, je vous ai avez un fief naturel qui sont les plateaux. D'accord. Quand on cite comme ça, alors, mais ce sont les mêmes qui iront dire au même électorat, nous avons le même électorat. Oui. C'est eux qui iront dire, et nous aussi. Alors, je vous dis que c'est ça le défi. C'est ça l'équation à double inconnu. Ah ouais. Demain. Alors, j'aimerais vous poser une question. Si vous me permettez. Oui, allez-y. Nous, on avait 5. On va rouler le temps. Ok. Nous avons dit, notre conclusion est la suivante. Oui. Le PCT a souvent mis en œuvre une politique qui s'apparente à l'ADA qui dit au bec le plus prompt, le jabot le mieux rempli. C'est-à-dire? Ah, tu n'as jamais vu les coqs et les poules picorer, les poussins? Mais c'est le coq le plus rapide qui remplit son jabot. Bon, alors, mais à contrario, la face cachée d'une telle politique, c'est justement la réaction des électeurs qui ne se sont jamais retrouvés dans cette manière de faire et qui aujourd'hui développent des émotions négatives. N'est-ce pas? Voilà. Et alors, ça retourne contre eux-mêmes. Je vais être clair. Vous parlez avec un langage politique. Je sais. Nous sommes journalistes. Nous avons envie de comprendre. Nous avons besoin de comprendre. Il y a eu un accord, des accords, je dirais, entre le Parti congolais du travail et l'UFD, Libreville. Mais l'histoire nous a démontré que Ganao Sassou, c'est un couple inséparable. Je pense même que cet accord PCT UFD est parti de cette amitié. Je ne vais pas rentrer dans cette amitié qui est connue de tous. Bon, aujourd'hui, je peux me permettre de dire, Ganao au salon vous a confié, il vous avait jamais confié à l'opposition, si je crois bien. Il vous a confié à la majorité présidentielle. Ça veut dire apporter à la majorité l'électorat, apporter à Denis Sassou Nguesso, je le dis clairement, son électorat à travers cet accord. Que l'on veuille ou pas, c'est Ganao qui a créé ce parti, c'est le président fondateur. Il sait pourquoi, il se range pour la majorité. Alors, voilà qu'ils sont va. Vous rentrez dans cette danse, permettez-moi de dire vous. Alors, aujourd'hui, on doit se le poser clairement. Est-ce que ceux qui ont parti, ou vous, qui ont de l'ancrage sur le terrain, qui peut sauver cet électorat et le donner à la majorité présidentielle au regard des échéances qui se prêtent? Je suis clair avec vous. Avez-vous la maîtrise de l'électorat? Parce que tout le jeu va se jouer là. Bon. Oui, on dirait que le vice-président a quelque chose à dire. Je voudrais que vous aussi un peu la voix. Je dirais simplement que le comité de crise ne va pas à l'encontre de ce qui a été signé par le président David Charles Ganao. Le comité de crise et l'UFD soutiennent toujours le président Denis Sassou Nguesso. Nous nous en tenons aux accords dont vous avez fait état. Et aujourd'hui, je pense que si ces accords avaient été signés, c'est parce que les deux partis savaient que l'ancrage du fondateur du parti faisait de sorte que cet électorat-là puisse être profitable au président de la République. Et donc, pour ne pas, comme l'a dit le président, couper le cordon ombilical. Ah oui, parce qu'il a parlé un langage intelligible. Cordon ombilical entre les dirigeants et la masse. Il faudrait faire en sorte que l'UFD puisse toujours continuer d'exister. Parce que cet électorat se reconnaît à travers l'UFD. Et donc, lorsque nous allons changer de logo, cela va
déboussoler cet électorat-là qui ne saura plus à quel sein se vouer. Donc il nous faut garder cet instrument pour qu'il soit utile au président de la République. C'est pourquoi le comité de crise se bat afin que ces accords soient préservés et que ceux qui sont partis ne viennent plus interférer sur les affaires de l'UFD parce qu'ils ne font plus partie de ce parti. Ce n'est pas une tautologie. Oui, M. Jean Guibili, c'est beaucoup de sociologie hein, quand j'entends. C'est vraiment de la sociologie d'un appareil politique et ensuite de son environnement, de son espace politique. Et aussi, lorsque je vois vos fiefs, il faut le dire, vous avez cité des partis traditionnels. Mais ces fiefs, ils sont vides aujourd'hui. Et je peux me poser la question aujourd'hui, dans les pays des plateaux, il faut commencer par là, parce que chaque parti a son fief naturel dans les pays des plateaux. Quel appareil politique peut dompter cet électorat aujourd'hui? Alors, M. Nguibili, y a-t-il un danger pour l'électorat de Trouy? Bon, l'électorat, vous savez, c'est comme quand on adhère à un parti, c'est libre, volontaire, on n'impose pas. Voilà. Donc l'électorat, je ne peux pas me prononcer à la place de l'électorat. Je voudrais seulement dire une chose, parce que, bon, moi j'ai peut-être un défaut, c'est de dire la vérité. Non, c'est pas un défaut. C'est pas un défaut. C'est un défaut dans... Nous, c'est justement le fait de dire la vérité que nous sommes parfois victimes. Hein? Bon. Le président lui-même a dit que l'UFD n'est pas à vendre et n'est pas à acheter. Ça, c'est Ganaou. Voilà. Bon, l'accord ou les alliances ne veut pas dire qu'il faut négliger l'autonomie ou disons l'autonomie de chaque parti. Non. Un accord, il y a bien des articles, bien des chapitres qui sont définis. Et si jamais l'autre parti ne respecte pas cet accord, bon, on n'est pas tenu, hein, vous comprenez un peu ce que je veux dire? Voilà, on n'est pas, non, les partis sont autonomes, il n'y a pas un parti satellite. Les partis sont autonomes. Mais quand il y a un parti qui veut avaler l'autre, qui veut avaler l'autre, qui ne respecte pas ces accords. On réduit les forces. On réduit les forces. Et puis, je voudrais qu'on revienne sur ce que le président du comité de crise a dit tout au départ, quand il a fait l'historique des partis nés à la faveur de la conférence nationale souveraine. Oui. Il nous a dit que ces partis-là se sont constitués sur une certaine base. Quand vous voyez l'UFD, c'est derrière l'UFD, il y a l'image du président David Charles Ganaou et il a un ancrage. Il a un ancrage. Quand vous voyez le MCDDI, c'est Bernard Makana Kolela. Et il a aussi son fief naturel, le RDPS et tout le reste. Donc, c'est curieux, hein, pour ne pas vous connaître, c'est curieux. On a l'impression que c'est parti créé par des patriarches. Et la base a cru en eux. Lorsque vous faites fi de cette force-là, eh bien, vous détraquez toute la machine. Donc, dans les plateaux, les gens se reconnaissent à travers David Charles Ganaou. Et faites porter votre il voix. Y a l'émanation qui est l'UFD. Alors, si vous faites avaler l'UFD par un autre parti, cela veut dire qu'il n'y aura plus l'image de David Charles Ganaou et ceux qui se reconnaissaient à travers lui vont se sentir désemparés et ne vont plus prendre position. C'est donc un problème qu'il ne faut pas négliger. Avec la disparition de l'UFD, c'est la disparition de David Charles Ganaou,
C'est pourquoi les militants parlent d'une deuxième mort. Effectivement. Et avec la deuxième mort, cela veut dire que ceux qui se reconnaissent de David Charles Ganaou ne vont plus exister, ne vont plus adhérer à quelque chose d'autre. Alors si nous voulons que cet électorat-là soit toujours pour le président de la République, il faudrait que cet instrument qui rassemble cet électorat soit toujours fonctionnel. C'est ça que nous devions comprendre en tant que politique. En fait, là, j'avais raison de dire, chers téléspectateurs, les politiques communiquent à sens unique entre les quatre murs en face de la presse, mais le fond n'est jamais connu. Et la presse relaie l'information en 1 ou 2 minutes. Chacun se lance en commentaire journalistique et c'est un morceau choisi qu'en place. Mais généralement, le fond n'est pas connu. Alors, je me suis permis de vous amener pour comprendre, en fait, ce fait. Là, vous avez touché, en fait, le point de l'émission. Voilà. Quand il y a accord, c'est qu'il y a en compte, il y a quelque chose qu'on doit gagner. En politique, on sait ce qu'on gagne. On ne gagne pas les honneurs, on gagne le pouvoir. Mais il faut qu'il y ait des hommes. Mais les hommes, c'est une base. La base, c'est l'électorat. Mais en tant que journaliste politique, je passe mon temps à faire un peu la sociologie politique de chaque espace politique de chez nous. En tout cas, il faut dire, vers les plateaux et vos anciens fiefs, il y a un grand vide politique. Or, ce fut une machine qui moulait tout cet espace. Mais dès lors que l'UFD n'existe plus, mais nous voulons voir. Il faut que très vite, dans 1 année, nous sommes à la présidentielle, très vite, que vous revitalisez cet espace et pour donner à qui le droit. Je me permets de parler comme ça, c'est pas moi, mais ce sont vos accords. Alors, on tourne déjà vers la fin, Président. Alors, au regard de tout ceci, comment comptez-vous réactiver la machine dès lors que, logiquement, permettez-moi, on ne peut plus parler de ce parti puisqu'il est fondu, l'UFD. Est-ce que ce nom, cette terminologie a sa raison d'être encore, l'UFD? Mais pourquoi vous revenez tout le temps sur la dissolution? C'est ce qu'on vous dira. Non, c'est pas moi qui le dis. C'est vous qui le dites. Les autorités habilitées ne nous ont jamais dit, n'ont jamais sorti un texte qui dit l'UFD n'existe pas. Et pour nous, l'UFD n'existe pas. Et nous ne voulons pas entendre ce mot-là. L'UFD existe. L'UFD existe. Et depuis le début de cette émission, nous nous évertuons à vous le prouver. Et là, vous nous posez une question colle. Mais je crois que le premier vice-président vous a très bien expliqué le problème de l'ancrage. Et nous avons bien dit, tout à fait au début, que ces partis sont créés sur une base identitaire qui s'identifie, la base s'identifie au leader et la population s'approprie cela comme étant une partie de leur existence culturelle et même de leur vie communautaire, n'est-ce pas? Et cette symbiose entre le leader et la base fait de sorte que, in fine, ces fiefs deviennent effectivement, cette base-là devient le fief du parti. Et pour revenir tout à l'heure, moi je voulais dire, ils ont très bien développé pour dire que Ganaou n'a pas pour option de trahir ses amitiés. C'est un homme intègre. Et nous avons dit qu'il nous a légué un testament que les autres ont voulu briser. Et nous luttons contre ça, effectivement. Maintenant, vous nous posez la question de savoir comment ça va se faire. Aujourd'hui, après notre déclaration, je crois que les messages de félicitations tombent tous les jours sur la table du comité de crise. Et j'ai un message que je vais lire à la fin, envoyé par eux. Nous sommes à la fin. À la fin. Alors, je vais vous le lire. Et ça vient pas de vous. Vous voulez simplement le résumer? Non. Oui, vous voulez le résumer. Alors,
Il dit ceci. C'est Djambala profond. Tu nous envoies ça. Nous avons appris avec la plus grande tristesse que l'UFD venait d'être assassiné par ses propres fils. Nous demandons aux auteurs de ce crime crapuleux de ramener son corps à Djambala afin que nous puissions ensemble l'enterrer avec dignité à côté de la tombe de son président fondateur. Ensuite, nous pourrons porter notre deuil. Alors que ça dit tout. C'est ça notre conclusion. Alors, votre conclusion, en tout cas, moi, il reste à dire ceci. Quand je sais que si je rentre dans les perspectives, vous avez un agenda certainement que vous ne pouvez pas dévoiler ici. Vous êtes en politique. Regardez-moi l'interview, c'est ce que vous avez dit au sortir de l'hôtel Safir. Mesdames et messieurs, en tout cas, il était question de tenir ce plateau, pour mettre le tout au clair. Mais Mag le Bazar retient une chose. Après la conférence nationale, nos partis ont eu des fondements en général traditionnels et culturels. Ne serait-ce qu'au regard des partis qui étaient nés, MCDDI, RDPS, RDD, l'UFD, ainsi de suite. Et du coup, nous avons connu des grands partis. Mais attention, en regardant la tête de chaque parti, ce sont des patriarches sur lesquels auxquels certains peuples s'identifient. Et donc, le problème de l'UFD, dans ce cas, c'est comme qui dirait faire disparaître le MCDD. Le pôle profond ne sera pas réfléchi. Mais cependant, au Congo, nous travaillons actuellement pour éviter les murs, c'est-à-dire casser les identités. Mais si on ne tient pas compte de ce passé, comment casser les identités? Donc aujourd'hui, la situation est mise clairement. Qui à vous de comprendre que l'UFD regorge en lui l'électorat au travers ses accords? Voyons voir donc à la présidentielle, voyons voir aux législatives. Mais c'est un défi lancé entre vous, comité de crise, qui allez réhabiliter certains de votre parti, et le camp du ministre Ngoniba. Nous, journalistes, nous allons voir l'ancrage sur le terrain. Il faut que vous prouviez aux Congolais combien vous êtes capables d'embobiner cet électorat, je me permets bien de le dire. Et en ce moment-là, nous dirons, tel parti avait raison, tel parti avait raison. Mais nous regardons aussi, nous suivons de près ceux-là, et vous, et ce camp, qui sont dans la majorité, qui vont mal travailler pour la majorité à travers cet électorat. Voilà la logique de Mag Bazar. Ce n'est que de la sorte que nous pouvons continuer, nous pouvons accompagner la démocratie congolaise. Et nous croyons à tous nos partis politiques, parce que ce sont nos instruments qui font vivre notre démocratie. En tout cas, tout le plaisir était à moi, M. Guébili. Vraiment, merci d'avoir accepté mon invitation. Président Empiri, vraiment, je vous remercie. Et le vice-président, je vous remercie. Le premier vice-président pour cette disponibilité. Mesdames et messieurs, au revoir chez vous. À la prochaine fois. J'attends donc vos doléances et vos propositions. Merci chez vous.